Je suis arrivé chez Joris pour passer ce casting et du coup c'était son coloc qui m'a donné la réplique, qui parlait encore moins anglais que moi. Et donc moi j'étais en train de me faire ma prépa, genre dans un coin d'un studio, il y a le mec qui arrive et c'était un bordel. Et vraiment on a fait la scène une fois, deux fois. Joris m'a regardé en mode bah tu pourras pas faire mieux. Et je dis non. Là, il me rappelle et il me dit ouais faudrait qu'on se voit pour qu'on prenne une bière et toi et là je suis pas bien. Et donc on s'est vu dans un bar, on a commandé et il a fait durer le truc. Ah ouais. Et la bière se pose et il me dit bon. Sunderlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode disponible en plus en version filmée sur YouTube. Aujourd'hui, nous recevons non pas un mais deux invités. Le premier est un comédien qui a fait sensation dans le rôle d'Eliott dans la série Scam France. Vous l'avez aussi vu dans la série TF1 Grand Hôtel ou encore partageant l'affiche avec Zabou Bretman dans Le Diable au cœur. Il est aujourd'hui avec nous pour son rôle de Voldemort dans le fan-film The Years of Gone sur les origines du Seigneur des Ténèbres. Merci Maxence Danet-Fauvel d'être de retour un an plus tard dans Clapement 5. Merci à vous. Ça nous fait très plaisir de te retrouver. Justement, est avec toi le réalisateur et scénariste de ce fan-film qu'il prépare depuis près de 5 ans, c'est ça? 3. 3 ans. Mais c'est déjà suffisant. Nous, on trouve qu'on voulait t'en mettre plus parce qu'on a vu le résultat et c'est très bien. Là, c'est donc Joris Faucon-Grimaud. Et voilà, et t'es avec nous. Je vais vous présenter les deux clapeuses du jour. Tout d'abord, nous retrouvons une clapeuse productrice qui, en apparence, a l'air toute gentille comme Dobby. Mais derrière ce visage se cache le caractère d'une Dolores Ombrage en puissance. C'est Elsa Morel. J'ai percé le tympan de Neuville d'ailleurs. Non, c'est Bellatrix. Ah oui, Elsa. c'est Bellatrix. Alors là, ça va pas du ça va tout. pas, ma blague tombe à l'eau. Oui, gravement. Et avec elle une clapeuse co-organisatrice de festival qui est de retour dans Clapement 5. Elle s'excuse pour ce retard, mais en fait, elle tentait de traverser le mur pour aller pour prendre le train et elle a beaucoup de boss, mais t'as pas réussi à passer. C'est compliqué. Dur. C'est Mario Durand. Oui. Mais on est très heureux de te retrouver après de nombreuses tentatives Ça faisait infructueuses. Mais ça va, bon, t'auras tenté au moins. J'ai tenté, T'as j'ai des tenté. bleus. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, donc, c'est à propos de votre film, The Years of Gaunt, qu'on fait cette interview. C'est donc un fan-film sur les origines de Voldemort. Et d'ailleurs, Maxence, tiens, est-ce que tu veux tenter de le résumer? Comment est-ce que tu résumerais ce film-là? Petit exercice. Oh là là. Moi C'est un peu piégeux ça. Mais non. C'est un piège, c'était un piège. C'est un énorme piège parce que en fait le film parle de, il y a un grand bond dans le temps dans ce film parce qu'il parle des origines de Voldemort mais bien avant sa naissance. En deux parties. En deux parties et dans un souci de travail de personnage, mon personnage avant d'être né, je sais pas ce qui s'est passé. Ah d'accord. Donc j'ai commencé tu à t'es pas. Du coup, tu n'es pas au courant. Absolument. Tu n'étais pas au courant de oui. tes. Ah, c'est intéressant ça de. Je suis au courant des informations qu'on a dans le livre, mais je suis pas au courant Mais comme l'enfant. En fait, j'ai commencé le scénario. Tu savais pas? Si, Pour- tu pour- me l'avais dit. Pour préparer mon personnage, en fait, j'ai pris le scénario à partir de l'apparition de mon personnage. D'accord. Et après, j'ai construit moi les étapes de sa vie avec ma coach pour préparer le rôle par rapport à ce que je savais, mais j'ai pas voulu savoir Ouais, ce que lui ne savait pas à l'époque. Donc Exactement. vraiment pour te mettre dans la peau, d'accord. Donc Joris, est-ce que tu veux le Bah, tenter? Je peux C'est à te moi. résumer la deuxième partie du film, mais On peut faire une Non, partie, mais, chacun une partie. Donc en fait, c'est un court-métrage qui va aborder donc les origines de Voldemort, mais à la fois par sa famille, donc ses ancêtres, et on va un peu comprendre toute la nature du personnage de Voldemort. Et ensuite, du coup, effectivement, il y a cette deuxième partie où là, on suit vraiment Voldemort, donc à l'âge de 25 ans, quand il a quand il commence à réunir des partisans et qu'il est en recherche de ses Horcruxes pour atteindre l'immortalité. Et voilà, il y a ces deux parties en fait qui se rejoignent par plein de petits détails et c'est comme ça qu'on voulait l'aborder. Et c'est vraiment un peu la mythologie de Voldemort entre son passé, ses ancêtres et lui-même, voilà, sur son apogée, quoi. Et tu t'es basé du 6e livre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça a été la base et ensuite on l'a vraiment adapté et développé tout en respectant vraiment que ce soit l'univers ou que ce soit le personnage de Voldemort. Voilà, on voulait rien trahir, mais on est allé dans le sens du bouquin en tout cas. Voilà. Elsa. Et artistiquement, comment on fait pour s'inscrire dans l'univers Harry Potter tout en y ajoutant sa patte en fait, tout en ajoutant ton style? Comment on fait pour passer après Chris Columbus, Aaron McNewell, David Yates? Je ne vais pas me comparer à eux quand même, mais on a vu le Ouais, résultat on a vu le et résultat, tu peux te. Oh, Sans c'est souci, très gentil. surtout que c'est du C'est coup un gentil. film qui est fait en fait avec un budget très limité. Oui. Les Harry Potter, Ouais, c'est absolument. des millions et des millions de dollars et Bah, là, pour cette somme-là, c'est incroyable c'est d'avoir. grâce à une équipe de tarés, genre vraiment
non, c'est une famille qui ont tout donné pendant du coup 3 ans. Et du coup, ça a amené le projet à un level assez extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que je me suis pas basé sur les films et j'ai vraiment pris mes souvenirs que j'avais sur les bouquins. Et j'avais toujours cette atmosphère vraiment sombre, etc. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on donne à fond ce côté dark, sombre, violent, etc. Et donc, du coup, on est allé dans ce chemin-là. Et c'est vrai que ça amène vraiment une atmosphère lourde, un peu violente, et qui se différencie un petit peu des films qu'on connaît, quoi. Et Marion, oui. Et pourquoi avoir choisi Voldemort plutôt qu'un autre personnage ? Déjà, c'est le projet, en fait, il est né d'un délire avec un pote durant une soirée, déjà. Sympa. Mais en règle générale, ça commence toujours comme ça. Les plus grands films ont commencé voilà. comme ça. Gros délire là quand même. C'est ça. Titanic, c'est James Cameron en croisière. Il se dit, Alors, alors, c'est ça. Non, si on faisait couler le bateau. non, mais en clair, c'était un ami à moi, Florent, que je salue, qui s'est fait un marathon en fait de tous les bouquins en 2 semaines. Donc gros challenge quand même. Et je lui ai dit, c'est quel chapitre que tu te remémores, là qui t'a vraiment marqué. Et j'étais en train de chercher un sujet pour faire un court-métrage à cette époque-là. Et là, il me balance, c'est la maison des Gontes et tout. Et c'est exactement ce chapitre-là, en fait, donc, que j'avais en tête. Les Gontes, c'est les parents de la mère de Voldemort. C'est ça, c'est la famille de la mère de Voldemort. Et c'est vrai que cette imagerie de la maison en plein milieu d'une forêt vraiment sombre, avec ce serpent qui est cloué sur la porte, là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, durant la soirée, du coup, j'allais auprès de tout le monde. Mais je vais faire un fan film sur Harry Potter. Et là, il y a tout le monde qui rigolait au nez en mode, mais c'est pas possible. Tu vas faire comment tu vas mettre des gens sur un balai volant. C'est pas possible. Voilà. Il y a ça dans le film en plus. Il y a ça, ouais. Et la séquence est très impressionnante aussi. Et donc, du coup, ouais, c'est parti comme ça. Mais c'est vrai que c'était plus sa famille qui m'intriguait. Et ensuite, il y a tout ce personnage de Tom Jedusor plutôt que Voldemort, parce que Voldemort, je le trouve pas si intéressant que ça. Mais ouais, moins que Tom Jedusor. D'accord. Bon, c'est la même personne, mais c'est juste Tom Jedusor, mais c'est avant qu'il devienne Voldemort. C'est sa phase de transition, en fait, que j'aime beaucoup. Du coup, c'est cette transition-là, en fait, qui est évoquée, quoi. C'est intéressant. Et toi, Maxence, comment t'as réagi quand on t'a proposé d'incarner Voldemort? Qu'est-ce que tu dis? Ah d'accord, ok. Comme ses potes à sa soirée, au début j'ai rigolé quoi. Au début j'ai reçu un message de Joris qui me proposait de me parler du projet et j'étais en mode alors attendez, français, un mec à 25 piges, il s'attaque à Harry Potter, j'étais genre ok. Mais j'ai quand même voulu lire le scénario et puis et en fait l'atout qu'ils avaient aussi c'est qu'ils avaient déjà tourné la première partie, enfin une première partie du film. Et donc ils avaient des images à montrer. Et quand j'ai vu le niveau du projet, je me suis dit mais ok, je vais tenter ma chance pour passer, parce que on m'a pas proposé le rôle, on m'a proposé un casting. Attention. D'accord. J'ai dû passer un casting qui était d'ailleurs le casting que j'ai le plus raté de toute ma vie. Ah ouais, non mais c'était parce que je ne parlais pas anglais à l'époque. D'accord, ok. Ouais. En fait, parce que le film est en anglais. Oui, il sera disponible en version sous-titrée, bien sûr. Bien sûr. Mais je ne parlais pas anglais, encore moins anglais avec un espèce de semblant d'accent britannique. En faisant une langue fourche-langue quasiment. Et donc je suis arrivé chez Joris pour passer ce casting et du coup c'était son coloc qui m'a donné la réplique, qui parlait encore moins anglais que moi, qui a appris qu'il devait me donner la réplique quand il est arrivé dans l'appart. D'accord. Et donc moi j'étais en train de me faire ma prépa, genre dans un coin d'un studio, il y a le mec qui arrive et c'était un bordel. Et vraiment on a fait la scène 1 fois, 2 fois. Et Joris m'a regardé en mode tu pourras pas faire mieux. Je dis non là, non. Hein. Et du coup je suis reparti mais vraiment la gueule à l'envers en mode putain j'avais jamais autant raté un casting de ma vie. Ouais. Et c'est lui qui m'a rappelé 2 semaines après ou 1 semaine après. Ouais, je t'ai fait attendre. Je t'ai fait attendre 3 semaines. En fait, j'allais partir en vacances et le film était dans 3 semaines. Ah oui. Et il me rappelle et il me dit ouais, faudrait qu'on se voit pour qu'on prenne une bière. Et là, je suis pas bien, je touche la table et tout. Parce que je me rappelle vraiment de la sensation. Je me suis dit parce qu'on s'était déjà vu plusieurs fois, il m'avait parlé longuement du projet et tout, donc je me suis dit c'est un peu comme une rupture. Le mec veut pas me faire ça au téléphone, il veut me voir en face et me dire c'est pas toi, c'est mort et tout. Et donc on s'est vu dans un bar, on a commandé. Et il a fait durer le truc. Ah ouais. On a commandé une bière, c'est hyper sadique. Et moi j'étais vraiment en pression, tu vois. Et on commande la bière et tout. Et la bière se pose et il me dit bon, t'es prêt à me donner les 2 prochaines semaines de ta vie et à travailler comme un monstre? Et j'ai genre oui. Et il m'a dit ok, du coup c'est toi. Et vraiment là j'étais en mode mais t'es sûr? Parce que vraiment moi je suis pas serein, tu vois. Et donc voilà. En fait, c'était dû à un regard
que tu avais eu sur le médaillon durant le casting en fait. Donc j'ai fait vraiment abstraction de son accent. Mais ça compte autant que le. Bah, c'est le regard en fait. Le regard c'est important parce qu'on te voit en partie masqué et donc masqué, ça repose que sur tes yeux. Et d'ailleurs c'est compliqué à jouer ça quand toute cette partie là où tu dois jouer seulement avec. Est-ce que tu t'inspires de Tom Hardy qui joue quasiment en masqué fait, alors masqué, je ne sais pas, mais en fait non, c'est juste que j'ai suivi une formation dans un studio qui s'appelle Actors Factory et on nous apprend à jouer avec que nos yeux. D'accord. C'est vraiment la base et la fondation de nos instruments de travail, c'est nos yeux, et je pense que pour des acteurs et des actrices de cinéma, c'est là où toute l'histoire se passe. C'est beaucoup moins corporel, non, c'est très faux ce que je viens de dire. C'est très corporel l'acting, mais en fait c'est ça. On apprend à tout concentrer dans nos yeux, à ce que toute l'histoire soit écrite dedans. Donc c'est quelque chose que j'avais appris à faire. D'accord. Okay. L'avantage du masque dans ce film, c'est que en fait j'étais très cérébral et très conscient de moi-même, puisque je devais jouer dans une langue que je connaissais pas. D'accord. Okay. Avec un texte du coup que je devais respecter à la lettre. Et donc en fait ça, corporellement et même au niveau de mon visage, ça me sortait un peu du rôle. D'accord. Parce que voilà, donc en fait l'avantage du masque, c'est que je me disais ok, ce qui est cool, c'est que vu qu'il y a que mes yeux, je peux être un peu figé, je peux être un peu machin, ça va avec l'ambiance, ça va avec le personnage aussi qui est très droit, rigide et tout. Donc en vrai j'ai eu de la chance parce que ce blocage qui aurait pu en fait me foutre en l'air complètement ma prestation, grâce au masque, a fait que on voit pas trop que j'étais peut-être pas très à l'aise dans le rôle, ou en tout cas au début, et surtout dans les scènes de dialogue, parce qu'après tout ce qui est scène de combat et tout, c'était assez cool. Enfin, je me sentais très très bien parce que je m'étais fait une prépa vraiment de malade. Mais du coup le masque m'a beaucoup aidé, et le fait qu'on voit pas ma bouche, le fait et t'es pas toujours masqué, précisons quand même. Ah oui, non, mais du coup, et puis ça nous a sauvé la vie sur la post-synchro, parce que autant te dire que quand il m'a annoncé à 3 semaines du tournage que je devais tourner, que c'était moi, et là je me suis dit j'ai 3 semaines pour bosser un accent anglais, j'ai beau avoir pris des coachings tous les jours, c'était pas suffisant, et donc du coup j'ai eu 1 an de plus pour travailler, et on a refait tous les dialogues en post-synchro, et ce qui fait que vu que mes mouvements de lèvres n'étaient pas ça nous a perceptible, je pense, je sais pas, mais je pense que ça a sauvé la vie. Ça a facilité la chose au niveau de la post-synchro, c'est sûr. Elsa. Mais justement, tu parlais du masque, mais moi j'aimerais parler des costumes en général qui sont absolument magnifiques. Comment ça s'est passé pour préparer ces costumes ? Ça a mis combien de temps ? Est-ce que t'as beaucoup travaillé avec la costumière, je pense Alors, est-ce qu'il y a un petit côté Ice Watch Shot aussi ? Pas du tout. Il est très très bon. Pas du tout. C'est toujours impressionnant. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc le film, il a mis 3 ans à se faire, mais il y a eu une recherche d'au moins 1 an. Où moi, en fait, j'avais mis sur un PDF des références en termes de costumes. Et au tout début, donc les 12 jours de tournage, ils ont été séparés en plusieurs sessions. Et en fait, les 2 premières sessions, j'étais seul au niveau des costumes. Donc c'est moi qui les avais un peu fait. Et ensuite, du coup, il y a eu une costumière qui est arrivée avec ses assistantes et tout, qui ont amélioré les costumes avec lesquels on avait déjà tourné. Il fallait aussi que ça soit raccord, donc c'était assez compliqué. Et ensuite, du coup, on s'est à la fois associé avec des boîtes de loc qui nous proposaient plein de choses, et du coup ça s'est fait comme ça. Il y a eu très peu de costumes qui ont été faits à la main. Ça a été surtout des assemblages en fait au niveau de la location et tout, mais on voulait vraiment que ça soit cohérent quoi. Ça a dû être jouissif pour l'ambiance de voir. C'était incroyable. Toi aussi pour te mettre dans la cour. Mais c'était génial. En vrai, vraiment 2-3 jours après qu'on ait validé ma présence sur le film, je suis allé dans cet atelier qui s'appelait Les Mauvais Garçons. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Et c'est immense. Il y a des échelles partout. C'est une salle, c'est un truc. J'avais l'impression d'être dans une pièce de Poudlard en fait. C'était magique, tu sais, il y avait des trucs partout, des costumes de toutes les années, de toutes les époques, de toutes les couleurs, c'était fou. Et en fait, on était avec quelqu'un qui comprenait pas trop nos demandes au début. Non, en fait, il pensait qu'on allait faire un défilé masqué, je pense. Ouais, je sais pas trop, je sais pas. Et en fait, il nous amenait un pantalon de motard des années 50 avec une veste des années 20 et un truc. Et au fur et à mesure, on essayait des choses et tout. On avait plein et en fait, on a vu le personnage se construire au fur et à mesure. Carrément. Et ça, c'était cape
qui a été du coup cousu sur une veste. Enfin, on a fait. Et on a rajouté des chaînes dans le qui dos, nous rappelaient un peu. Il y avait un aspect de roi un peu à la Game of Thrones, tu vois, qui était vachement intéressant. Du coup, on s'est dit, tiens, on peut se démarquer un tout petit peu, mais tu vois, pas non plus trop. Tu vois, c'était ça qui était intéressant. Trouver le juste milieu pour marquer. Mais pour toi, d'ailleurs, il y a aussi donc, c'est vrai que ce qui aide, c'est donc les costumes, le masque, les accessoires et aussi tous les effets spéciaux. J'imagine qu'il y a des effets spéciaux qui étaient faits en direct aussi, c'est ça, par exemple, non, où j'invente. Quand quelqu'un se fait propulser. Alors oui, ça, oui. Il y a eu, en fait, en termes d'effets spéciaux sur le tournage, il y a eu des explosions et c'est surtout au niveau des cascades que ça, pour le coup, c'est pas truqué. Enfin, sauf un quand même, parce qu'il tombe du plafond. De très haut, voilà. Mais tout le reste, non, forcément, les sortilèges, c'était en post-prod et ça, je pense que c'était un peu plus compliqué, peut-être. Alors, en soi, en fait, j'avais peur que oui, mais pareil, à force de coaching avant le tournage, ma coach et amie, du coup, Tiffany Stern, que j'embrasse, m'a dit, mais mec, tu te rends compte de ce que tu vas faire là ? Elle me dit, mais ça se trouve, tu feras jamais de film comme ça dans ta vie. Donc, il faut que tu te fasses une prépa, même en termes de visualisation, et que sur le film, tu vois les trucs, quoi. Et j'avais la chance d'être avec vraiment des acteurs en face de moi qui étaient géniaux. Je pense à Antoine, j'arrive jamais à savoir si c'est Lemerny ou Antoine Lemerny. Antoine. On salue Antoine en tout cas. On va faire une pause. C'est Lermini. Lermini, voilà, c'est pour ça que j'arrive. J'ai toujours Lemerny. Antoine Lermini. Il va me détester parce que je suis en train d'écrire un long avec lui, donc ça, il va me détester. Ouais, bon, il va me détester aussi. C'est un nom de famille. Mais bon, Antoine. Et en fait, voilà, c'était des très bons comédiens. Et du coup, même dans leur corporalité et tout, lui, je me rappelle d'une scène qu'on devait faire où je lui pète la tête, quoi. Et le mec, on s'était même pas parlé, et juste je pose ma baguette sur lui, et au moment où je l'enlève, il avait la tête qui partait en arrière. Et donc en fait, je les remercie tous parce que moi j'ai vraiment eu l'impression de me battre pour de vrai, et sans les effets de lumière et tout. Sauf que quand tu pointes une baguette sur quelqu'un et que la personne elle se fait tirer sur 3 mètres par un truc, et que t'as un mec où tu lui fais un truc et d'un coup il s'écroule par terre, en fait t'es dedans. Tu vis la scène, quoi. Il y avait aussi un truc, c'est qu'on était quand même à ce moment-là dans le château de Fontainebleau, donc forcément c'est incroyable, dedans. Le décor est incroyable. Ça c'est fou. Et il y avait aussi, je pense, quelque part le stress sur le plateau, parce qu'on avait forcément un timing ultra serré, et c'était le moment le plus, je pense, difficile à tourner, parce qu'il y avait 40 personnes au niveau de l'équipe technique. C'était hyper technique. Et il y avait 20 personnes en tant qu'acteurs, et c'était Voldemort qui devait tous les tuer, donc c'était dingue. Vous avez tourné combien de temps au château de Fontainebleau ? C'était 3 jours au total. Elsa, Et vous aviez eu le temps de faire des répètes avant, dans un hangar ou quelque part on avait une salle. Non, je sais pas. J'imagine que tu ne peux pas répéter au château de Fontainebleau comme tu veux. Non. Ou alors ça coûte très cher. Voilà. Mais on a eu une salle d'entraînement. Je crois que c'était une salle de danse, il me semble. Et en fait, ça nous a permis un peu de prendre des marques au niveau des déplacements des comédiens, des cascades, tout ça. On en avait eu 3 séances, je crois, avant. Et en fait, à la base, c'était vraiment décrit sur un papier, voilà. Mais bon, il y avait tout qui était enfin que j'avais tout en tête, quoi. Et du coup, on a un peu pris nos marques avec tous les acteurs. Et puis après, c'était let's go, quoi. C'était sur le plateau. Et en plus, on a dû réadapter sur le plateau parce qu'il nous manquait du temps. Mais on voulait pas dénaturer la scène. Donc du coup, c'était un sacré challenge. C'était sportif, ouais. Mais heureusement qu'on avait, pardon, je t'ai coupé. Enfin, mais mais heureusement qu'on avait eu ces répétitions, parce qu'on s'en serait jamais sorti sinon. Parce que moi, au début, j'étais en mode genre vu que j'avais que 2 semaines pour travailler, les répétitions, j'étais en mode répétition. Et en vrai, heureusement, mais même qu'il y avait les cascadeurs qui étaient avec nous sur les répètes pour nous dire ce qui était possible de faire, les trajectoires des gens, et pour pas que tous. Parce que du coup, c'était réglé de ouf quand on est arrivé, et vraiment, heureusement. C'est vrai que toi, t'es pas trop répétition. Non. Ouais. Alors toi, tu préfères sur le moment. En fait, non, mais c'est là où je dis heureusement, mais je suis pas répétition dans le sens où j'aime pas jouer avant les tournages. Mais par contre, tout ce qui est répétition mécanique et technique, d'accord. Je comprends complètement, et c'est normal. Pour garder un naturel du jeu, que tu préfères ne pas entre guillemets l'épuiser avant de. C'est même pas pour pas l'épuiser, c'est juste que si j'ai 3 semaines de prépa, je vais utiliser ces 3 semaines et je vais faire un planning de préparation du rôle pour atteindre le meilleur niveau que je peux avoir au bout de 3 semaines. Donc si je te fais une
répète au bout d'une semaine, je vais mal jouer D'accord. parce que j'aurais pas tout construit. Il me manquait plein de choses. Et puis même j'aime pas répéter. D'accord, ok. Marion, t'avais une question. Et moi, je me demandais comment, en fait, en autoproduction, on arrive à faire des effets spéciaux qui sont quand même d'une telle qualité. Enfin, on s'imagine pas que c'est un petit, en tout cas moyen budget derrière tout ça. Ouais. Bah, c'est Tony. Hein. Alors, déjà c'est Tony. Tony quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est pareil. En fait, ça a mis 1 an à chercher l'équipe des effets spéciaux. Et on savait que à l'arrivée, on allait avoir 120, 130 plans à effets spéciaux. On s'est dit, comment on fait Et là, l'idée, en fait, c'était de trouver vraiment une équipe qui allait nous suivre. D'effets spéciaux, donc on savait que ça allait mettre beaucoup plus de temps que 12 jours de tournage. Ça a pris 1 an et demi. Et en fait, ça a été des bénévoles qui étaient fous du projet et des fous alliés de me suivre aussi là-dedans parce que quand même, ça leur a bloqué pas mal d'heures. Donc ils ont fait à côté de leur boulot, à côté de leur étude, et ils se sont donnés à fond, quoi. Et c'était fou parce que chaque plan, il y a à peu près 6 à 7 versions par plan. Donc c'est un travail monstrueux, quoi. Ouais. Elsa. Pardon, vas-y. Et par rapport au scénario aussi, tu savais déjà donc dans quel plan exactement tu voulais des effets. Ouais. En Ok. fait, il y a eu un découpage technique, donc c'était la liste de tous les plans à faire, et on savait quel plan allait avoir des effets spéciaux. Ça, c'était obligé, sinon parce qu'il y avait quand même un travail sur le plateau, que ce soit des croix vertes, etc., enfin des petits marqueurs, pour qu'on sache exactement, qu'on ait la chose pour faire en sorte que le plan soit réussi à la fin, quoi. Ouais. Elsa. Et comment on convainc une équipe de bénévoles, du coup, à faire un projet aussi ambitieux? Ils étaient tous fans d'Harry Potter, je pense, ou Alors, y a des eu- amis à toi Ça s'est vraiment fait sur le long terme, parce que l'équipe s'est pas trouvée en 2 semaines, parce que forcément, il y a eu, je vais pas vous le cacher, il y a eu beaucoup de sacrifices là-dedans. Il y a eu beaucoup aussi, il y a eu énormément de discussions. Il y a eu des personnes qui sont rentrées, qui sont parties de l'équipe, et ça s'est fait. Et après, à partir, on va dire, après les 2 premières sessions, vraiment l'équipe, elle était soudée et ils ont plus rien lâché jusqu'à la fin du tournage. Et c'était dingue, mais ce qui leur a plu, je pense que c'est le projet, le fait que ça soit dans l'univers d'Harry Potter, que c'est assez rare qu'on tourne ça en France aussi, mine de rien. Et je pense que c'était très fun en fait pour eux, parce qu'il y avait à la fois des professionnels qui ont 20 ans de métier et ils se régalaient en fait à faire ça. Et à côté, il y avait des jeunes étudiants qui sortaient d'études justement, où là ils étaient, c'était un délire, quoi. C'était une éclate totale. Pour toi, Maxence, c'est justement ce personnage-là. Donc, on a vu comment tu as reçu comment tu as dit que tu allais l'interpréter, mais comment tu l'as préparé, justement. Tu nous parlais un peu de ton planning de préparation. Et il vagabondait dans Paris pendant 3 heures La nuit. avec la démarche de Voldemort. Donc il fallait mieux pas le croiser. Ah, vrai c'est toi Ah que oui. j'ai croisé là-dedans. Non. On Ah veut oui, c'est vrai voir. que tu prépares comme ça. Mais je les rôles, prépare tu tous nous mes avais rôles dit, en oui, fait. ça. Non, mais en fait mon premier rapport au personnage, souvent, en fait, c'est tellement immense que tu sais pas par où commencer. Mais c'est pareil pour n'importe quel personnage que je prépare. Tu t'es pas inspiré de l'interprétation de Ralph Fiennes Non, tu nous avais vraiment dit, pas. c'est Du ça. coup, juste j'ai un peu repris sa manière de tenir sa baguette, mais même pas exactement, parce qu'il y avait un truc où lui, il avait un truc il avait une sorte Ouais, il fait d'anneau un pour truc. la tenir, Ah bon ou même un truc comme ça. Et Oui, c'est un- enfin bref, non, je voulais vraiment faire un truc à moi, parce que je me suis dit en vrai, Oui, ça sert à rien de- autant de proposer quelque chose Personnel. enfin voilà, perso. En vrai, je t'avoue que j'ai un peu un blackout de comment j'ai préparé ce. Non, mais j'ai été beaucoup aidé parce que c'était quelque chose qui était tellement loin de moi et qui demandait. En fait, il était possédé, il le dit pas, mais. Ouais, vraiment. Mais c'était cool, D'accord. c'était vraiment un des plus gros challenges de ma vie, de ma courte carrière, Ouais, en tout cas d'accord. ma bébé carrière. Mhm. Mais c'était ouf, et vraiment j'avais dit, j'avais rencontré un peu tout le monde avant le tournage et je leur avais dit, je suis désolé, mais là si je veux être compétent sur ce tournage, il faut que je me mette une perche et je sais plus comment je m'appelle, quoi. Ouais. Et j'ai réussi. Et c'est vrai que du coup le tournage est un peu flou pour moi parce que Ouais. ça me demandait un niveau de concentration et on avait des horaires tellement intenses aussi. Ouais. Et ça me demandait un niveau de concentration tel que
je pourrais pas dire exactement. Je me rappelle plus ou moins des musiques que j'écoutais pour mettre dedans. Oui, c'est ça, parce T'étais que- dans un état second. J'étais mine de j'étais rien. en transe, ouais, complètement. ouais. Mais c'était Mais- génial. Mais tu nous as dit pour Scam déjà que tu avais fait ça pour le personnage d'Eliot, de te mettre notamment pour ces moments de crise un peu à part. Et donc c'est un peu ce que tu as fait, ou je sais pas si du coup sur le tournage même, je veux dire. Alors non, pour- en fait sur le tournage en c'est juste que condition. j'arrivais le matin, je me faisais mes 30 minutes d'échauffement D'accord. que tout pour moi comédienne devrait faire avant de tourner, parce que c'est hyper important pour se rendre disponible. Et après ça je rentrais, et en fait mais même à la fin j'avais même plus à faire ça, en fait à la fin j'étais tellement dedans. Mais les étapes en gros j'ai commencé à travailler tout seul, et en fait je me suis retrouvé confronté à un problème. C'est que dans ma méthode d'acting, on travaille pas avec de l'émotion, mais avec des états. Et des états, il y en a 7, et il y a un de ces états qui revient dans presque tout, c'est l'amour. Ah oui. Et le challenge qui était hyper intéressant pour moi et pour ma méthode de travail, c'était qu'il n'y avait pas cet état. Ouais. Donc du coup, on se retrouvait avec 6. Et quand tu as 7 états pour travailler toutes les palettes d'émotions possibles, quand on en enlève un, c'est énorme en fait. Et donc, le truc auquel j'étais confronté, c'était ça. Et donc après, ça s'est fait à coup de coaching, à coup d'aller marcher dans la rue, d'observer des humains et de regarder genre putain, ce mec là, cette manière qu'il a de se marcher, tu sais, ces gens des fois où quand il passe à côté de toi, t'es en mode genre ouais, il fait flipper. Et bah du coup je les suivais. Non mais c'est un peu bizarre, mais mais tu sais, je les suivais un peu en mode genre mais putain, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont, enfin voilà, il y a eu tout un truc comme ça. Et puis beaucoup de coaching, beaucoup de discussions avec Joris. Et puis après, une grosse perche pendant le tournage, quoi. D'accord, ok. Mais c'est marrant ce truc de suivre, ça fait un peu penser au premier film de Christopher Nolan, Following, où justement c'est quelqu'un qui suit des gens dans la rue pour tenter de comprendre qui ils sont, tout ça, et donc j'ai un peu un côté comme ça quand je prépare. Non mais quand je prépare des rôles, c'est marrant, un peu bizarre. Pour comprendre les gens, Elsa. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu disais avec les émotions. Est-ce que tu aimerais du coup rejouer un méchant et retester cette manière de préparer un rôle sans l'émotion de l'amour du coup? Alors bah non, parce que du coup un méchant, peut avoir de l'amour. Un méchant aura forcément de l'amour. Le truc, c'est que Voldemort, en fait, c'est une contrainte imposée par, du coup, vu qu'on voulait respecter aussi l'univers de Joanna K. Rowling, c'était dit que c'était quelque chose qu'il ne ressentait pas. Mais après, un méchant ressent de l'amour parce que dans sa psychologie, c'est généralement quand tu joues un méchant, n'importe quel rôle pour moi, mais surtout les méchants, il faut remonter à la petite enfance. Et du coup, l'amour est là. C'est l'amour qui peut se transformer en haine, etc. au fur et à mesure, mais c'est toujours là. Ça peut être un manque d'amour, ça peut être plein de trucs. Là, pour le coup, j'étais un truc où quand je remontais à son enfance, il y avait rien, quoi. Il y avait rien. Il y avait juste l'abandon, en fait. Mais bon, il avait genre même pas un an, donc c'est assez compliqué. Ouais, mais on a beaucoup travaillé sur justement avec ma coach pour construire une enfance à ce personnage et pour comprendre qu'est-ce qui t'amène à ça, à devenir cette personne, tu vois. C'était hyper intéressant. Marion. Oui, moi j'avais une question par rapport au film. Comment tu as décidé en fait de le séparer en 2 parties? D'abord du coup avec un peu la famille, les origines, et puis après son avènement. Je t'avoue que ça s'est vraiment fait au tout début. C'était assez logique parce que je voulais vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait de cette imagerie de la maison, tu vois, au sein d'une sombre forêt où je savais qu'il y avait la famille de Voldemort. Enfin, ça c'est assez dingue, je trouve. Genre cette image, quoi. Et forcément, si je voulais ensuite montrer Voldemort, il fallait faire un saut dans le temps. Et donc, je me suis dit, bon, il faut vraiment que ça soit 2 parties distinctes, quoi. Et ça s'est fait naturellement comme ça, en fait. Et c'était pas dur d'étaler ça du coup dans le temps? Si. Mais il y avait plein de petits détails, en fait, qui faisaient la jonction entre les 2 parties. Il y avait à la fois le médaillon qui appartenait du coup à sa mère, et il y a aussi le personnage de Bob Ogden du coup qu'on retrouve à la fin. Donc voilà, il y a eu ça qui permettait justement de faire la jonction avec les 2, quoi. Mais d'ailleurs le tournage vous l'avez fait en 2 parties, c'est ça, les images que tu as vues, Maxence, c'était plus en plus ça, mais donc tu avais déjà tourné une partie et tu n'avais pas encore l'acteur de Voldemort, c'est ça? Non, c'est ça. Et parce que tu le cherchais ou parce que je le cherchais, je t'avoue que je le cherchais, et j'avais jamais, j'étais vraiment pas conquis, quoi, par les castings qu'on avait fait. Du coup ça a été le pire qui m'a convaincu. C'est comme ça. Non, les yeux de Maxence, je rigole. Non, mais vraiment en fait le regard qu'il a eu sur le médaillon, j'ai dit bah c'est bon, en fait. Ça, genre c'était fini, quoi. Mais il y a plein d'exemples de films cultes où en fait c'est le casting, le premier casting était raté. Joséphine Japy d'ailleurs nous racontait que son casting elle avait raté pour Respire, et que finalement
justement, en fait, Mélanie Laurent, pareil, a décelé quelque chose. Et c'est, mais elle l'avait déjà écrit. Mais voilà, bon, en gros, finalement, malgré ce casting raté, Joséphine Japy a eu le rôle, donc ça arrive souvent. Mais oui, mais attends, mais parce qu'il y a un truc qui me revient, mais il y a un truc qui est très drôle aussi dans ta recherche du coup du personnage, c'est qu'il avait un dessin de Voldemort, de sa vision de Voldemort, et ce dessin, c'était moi. C'était lui en fait. En fait, c'était du coup. Mais tu l'avais pas dessiné sur Maxence? Ah non, non, je l'avais dans mon portable depuis au moins 5 ans. C'était un fan art, tu vois. Et en fait, j'adorais la tenue qu'il avait. Tu vois, c'était une longue cape un peu royale justement. Et ça faisait que Voldemort, on avait l'impression que c'était, que c'était genre le mec le plus puissant du monde, quoi. Et j'ai envoyé ça à Maxence et je me suis dit, mais en fait, c'est la gueule de Maxence. Quoi. La coiffure, non mais cette photo vraiment, dingue. c'était une sorte de, il y avait un visage un peu pas manga, mais un peu animé avec des cheveux un peu visage en pétard creux, et tout, un visage creusé. Ouais. Et du coup, je sais plus si c'était en tout cas, on en parlait tout à l'heure. Waouh, j'ai perdu mes mots, mais genre d'un seul coup. Non, mais quand tu disais comment moi j'avais rejoint le projet et que je te disais toutes les étapes, en fait, il y a un gros truc aussi qui m'a fait. Qui a attiré mon attention sur ce projet, c'est cette photo en fait qui m'a envoyé. Et j'étais en mode genre, mais attends, c'est moi. Et donc c'est ça aussi ça a créé un lien. Mais du coup, pour répondre à ce que tu disais, en fait, il y a eu 5 sessions au total de tournage. On avait fait les 2 premières, et les 2 premières, en fait, c'était vraiment le début du court-métrage. Donc, au moins, il n'y avait pas une histoire de faux raccords et tout. Dans la forêt? Voilà, c'était dans la forêt, qu'avec les ancêtres de Voldemort. Et ensuite, après ça, en fait, on a fait un mini-teaser, et c'est là où on s'est mis à faire la recherche pour l'acteur qui va jouer Voldemort. D'accord, ok. Elsa. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a aussi impressionné. On a parlé des costumes, des effets spéciaux, mais c'est tout aussi les décors. On parlait du château de Fontainebleau, mais aussi le décor, enfin, des ancêtres de la famille de Voldemort. Ouais. Cette maison, elle sort d'où en fait? Alors, elle sort d'où? Aïe. Donc c'est la chef décoratrice, donc Cécile Gauthier. Salut Cécile. Ouais, Cécile. En fait, elle est partie. Ça, pour le coup, c'est l'une des premières choses qu'on a fait le décor. C'était l'intérieur de la maison. C'est une pièce de 40 mètres carrés en fait qu'on a reconstruit en fait en studio sur les jours tranquilles vers Clichy et voilà, en fait ça s'est fait comme ça, mais genre le décor de 40 mètres carrés on l'a fait pour 1 000 €, ce qui n'est rien du tout. Genre vraiment ça a été fait à la main, on a trouvé des bibelots à gauche et à droite et ça a habillé la chose avec des cadres, etc. Donc c'était fou, fou. Et le plus dur en termes de décor, je pense que c'est celui de la forêt où en fait on a mis une feuille de décor pour la devanture de la maison et ensuite on l'a prolongé en fait en effets spéciaux. Du coup ça fait que la maison elle est immense alors que sur le plateau c'était une feuille de décor de 4 mètres de haut mais pas plus quoi. D'accord, okay. Voilà. Et mais sinon tous les autres décors en fait en vrai c'est vraiment la pièce maîtresse parce que le reste c'était au château de Fontainebleau, après c'était de la forêt, le village. Donc en clair, c'était là où il y avait le plus gros challenge quoi, en termes de décor. Et les baguettes, elles ont été faites comment? À la main, pareil, c'est celle de Voldemort aussi, c'est pas celle de Voldemort, mais je sais pas si on peut le dire ça, mais bon. Mais bon, voilà, mais 80% des baguettes ont été faites à la main, pareil par l'équipe des accessoiristes et tout. Les masques aussi. Les masques, fou. Sacrée histoire les masques, parce que ça s'est fait vraiment la dernière minute et on savait pas si ça allait marcher et ça marche vachement bien. Ouais, et en fait c'est le premier plan. Je regarde mon chef-op, je lui dis putain on va être dans la merde et tout. Et donc c'était Nicolas qui est un chef-op mais extraordinaire. L'image est magnifique. L'image est vraiment magnifique et super talentueux. Ouais. Et en fait, tu sais, je le regarde et je suis vachement inquiet. Et il me regarde en mode mais pourquoi? Et en fait il me dit viens, et là je vois le retour et là je vois le premier plan avec les masques, je lui dis mais en fait ça marche super bien. Ok. Et parce qu'en fait les masques quand tu les voyais en vrai, quand tu les avais dans les mains, bon le mien non. Non, en vrai, le mien, non. Bon, mais parce qu'il avait été moulé. Sur ton visage. Il avait été moulé sur mon visage. Il y avait eu un travail de fou. Mais les autres étaient dans une. Donc moi, c'était de la résine et tout. Les autres, c'était vraiment des masques en plastique ou en carton, je sais plus. Oui, il y avait un mélange des deux. Mais vraiment, quand tu les voyais comme ça, c'était pas fou. Ça ne marchait absolument pas. Et à l'écran, ça marche super bien, quoi. Donc là, on s'est dit, miracle. Mais c'était peut-être ça sur Ice Watch Shot. Kubrick, c'est vraiment nul ces masques. En fait, à la cam, non, très bien. C'est ça. C'est approuvé. C'est un film. Marion, vas-y, je t'en prie. Oui, et du coup, avec le budget que tu as eu et du coup en autoproduction, est-ce que tu as pu faire tout ce que tu espérais ou tu as dû faire des sacrifices pour certaines choses? Alors, sincèrement, oui, il y en a eu, mais il y en a eu pas tant que ça en vrai. C'est plus l'histoire que des fois il nous manquait un peu de temps, on n'a pas pu faire tous les plans qu'on voulait.
mais on a enlevé très peu de scènes qu'on voulait faire voir, pratiquement aucune, quoi. On va dire, allez, il y a eu 3% qu'on a enlevé, donc vraiment, non, ça va. Franchement, on est plutôt content. Trop bien. Ouais. Et c'est un fan film, et du coup, quand même, qui est très attendu. La bande-annonce a été remarquée, disons. Et justement, toute cette attente-là, est-ce que ça vous angoisse? Et aussi, quels sont les retours sur cette première bande-annonce? Ils ont été bons ou pas? Au niveau de l'attente, je t'avoue que je préfère pas y réfléchir parce que sinon je vais me suicider. Mais non, en vrai, non, moi j'ai plutôt hâte en fait de vivre ça, surtout avec l'équipe, avec les proches, avec les donateurs. En fait, c'est surtout ça qu'on soit tous réunis. Voilà, c'est ça, et qu'on soit tous ensemble dans une salle obscure. Voilà, en plus le cinéma en ce moment, ça nous manque, quoi. Donc il y a tous les éléments réunis pour que ça soit quelque chose de festif. Donc vraiment, moi j'ai vraiment qu'une seule hâte. Et au niveau des retours, je t'avoue qu'ils ont été tous super bien accueillis. En fait, les gens, j'avais tellement peur en fait que tous les donateurs qui sont là depuis le tout début, qui est quand même 3 ans, et en fait ils sont tous là en train de nous dire mais merci d'avoir fait ça et tout. Donc ils sont tous bienveillants. Donc c'est génial. Ils n'ont pas vu le résultat, mais voilà. Donc c'est vraiment que bénéfique. Toi, je sais pas ce que tu Maxence, a eu des retours pour ton les premières images de toi en Voldemort? Pas tant que ça, parce que c'est pas ce qui attire le plus, je pense, sur la bande-annonce. La bande-annonce, c'est vraiment une espèce de je sais pas, d'explosion d'explosion. Du coup, il y en a beaucoup dans cette bande-annonce. Non, mais c'est en fait, parce que je pense que c'est comme Joris. Moi, quand j'ai commencé à dire à mes potes, même comédiens, j'ai tourné dans un fan film sur Harry Potter, les gens étaient en mode genre ah cool. Tu vois. Et en fait, ça faisait du coup 2 ans que je leur parlais. Ça faisait 2 ans que je leur parlais de ça. Et les gens s'attendaient à quelque chose de cool, parce que je leur avais raconté mon expérience et comment moi j'avais vécu le truc à travers mon rôle, mais ils s'attendaient pas à ça. Donc quand ils ont vu la bande-annonce, c'était même pas moi le sujet d'attention, même de mes amis, c'était en mode genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Et même mes parents, quand je leur avais montré ça à Noël et tout, ils avaient halluciné. Donc non, moi les retours sur moi j'en ai pas, puis on me voit pas vraiment jouer dans cette bande-annonce et tout, un petit peu. Mais non, mais moi j'attends avec une impatience de malade ce film. J'ai tellement envie de le voir. Et on a eu un peu, on a eu de l'avance, on a une petite avance sur toi. Mais d'ailleurs, donc il sera disponible. Il y aura des avant-premières ou une avant-première, c'est ça, ça va fonctionner comment? Il y aura plusieurs projections dans la capitale et peut-être certainement dans le sud de la France. Super. On va essayer de maximiser les choses, mais on va à peu près faire 5 projections au total. Et ensuite, du coup, ça sera disponible sur Internet, genre peut-être 2 semaines après. Ça sera assez rapide. Donc là, tout le monde pourra voir. C'est génial qu'il soit en anglais parce que le monde entier. Oui, voilà, et on a vraiment prévu tous les sous-titres possibles parce qu'il y a plein de personnes qui nous suivent depuis la Russie, depuis la Chine et tout, donc on devait vraiment faire en sorte que tout le monde puisse comprendre le film. Voilà. Et c'était c'est un challenge en même temps, du coup, de diriger. C'est compliqué de diriger des acteurs du coup en anglais, même si c'est une langue qui est pas si éloignée de nous, mais en fait c'est assez fou parce qu'en fait la langue de l'anglais, elle paraît tellement, dès qu'un acteur parlait anglais, j'avais l'impression que c'était juste, tu vois. Donc c'était plus le fait de faire abstraction de ça et de les amener plus loin. Il y a un acteur qui est totalement anglais, c'est ça? Oui, mais il y en a même plusieurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils parlent tous français en fait, donc ça facilitait aussi la direction. Mais c'était vachement intéressant en fait, justement. J'apprenais moi aussi, donc c'était super en fait comme expérience au niveau de l'échange avec les acteurs. L'anglais en tout cas est super. Hein. Vraiment, on s'y croit. Je pense que moi j'ai pas détecté d'accent. Ça c'est la détecteuse de mauvais accents là, c'est approuvé. C'est pas mon métier. Sur la fiche, tu vas pouvoir mettre approuvé par. Non, mais c'est vrai que c'était la chose qu'on voulait vraiment éviter parce que justement, il y a eu d'autres fan films aussi dans l'univers de Star Wars ou quoi, où tu sais directement tu le sens tout de suite que l'accent il est pas correct, quoi. Et on voulait vraiment éviter ça au maximum. Du coup, ça a mis la pression à Maxence. Mais après, il était à l'aise. En vrai, j'attends avec impatience le film, mais mon anglais dedans, je suis en PLS. J'ai pas du tout hâte de voir. Mais si, c'est très bien. C'est ça. Mais justement, t'avais regardé un peu les autres fan-films ou pas du tout sur Harry Potter, je veux dire? J'en ai survolé certains, Pour préparer ou que t'avais vu avant? Non, que j'étais tombé par hasard en fait sur YouTube parce que je regarde un peu plein de choses, tu vois. Donc je les avais regardés par curiosité, tout simplement, voilà. Et ça t'a inspiré ou pas? Ou justement, t'as voulu ne pas t'inspirer? Non, en fait, non, juste je voyais ça vachement sur le côté.
vraiment très très cool en fait au niveau de la fanbase que Ouais. des fans fassent autant de genre de fan-films en fait. Ça, je trouve ça vraiment fou que ça soit dans l'univers d'Harry Potter ou de Star Wars. La communauté est vraiment dingue. Enfin, celle de Star Wars, elle est un peu tout le temps en guerre, mais celle d'Harry Potter, en tout cas sur les fan-films, c'est incroyable. Hein, c'est très riche, quoi. Bon bah. Ouais. Et si tu devais faire un fan-film sur un autre personnage d'Harry Potter, ce serait qui? Bellatrix. Et c'est moi qui joue. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un dessin dans son téléphone de Bellatrix qui te ressemble. Ah bah je te dirais les maraudeurs, mais les maraudeurs qu'on voit dans Harry Potter 7, plutôt partie 1 et partie 2. Non, tu sais, les maraudeurs... je confonds en fait, les maraudeurs c'est pas les c'est à l'époque des parents. Tu sais, de James, non, je connais pas, de James, Lupin, Sirius et Peter Pettigrew, quand ils sont adolescents, en fait, ils traînent tout le temps ensemble et c'est eux qui font la carte genre des maraudeurs. Ah oui, d'accord, oui, voilà. Je l'ai, oui, d'accord. Et non, c'est plutôt cette période-là qui m'intéresserait, mais je t'avoue que je ne ferais plutôt pas de voilà. Ou Hagrid chez les géants. Ou Hagrid, ça pourrait être stylé, dans les montagnes, en mode bûcheron et tout. Je serais très très chaud, qu'il y ait un film qui soit fait. Quel conseil tu donnerais justement à un réalisateur débutant qui a envie de faire un fan-film ou une autoproduction? Bon courage. Qu'il faut pas qu'il se presse, je pense qu'il faut mieux qu'il prenne le temps. S'il veut vraiment avoir quelque chose de soigné à la fin, qu'il faut prendre le temps et trouver l'équipe qui va l'accompagner. Ouais. Je pense que c'est le plus important. Parce que ça se fait pas seul, un film. Et justement, il vaut mieux avoir une vision... je pense sûre et certaine dans quelle direction on veut aller et d'avoir les personnes autour de soi qui la comprennent et qui sont prêts à aller avec toi là-dedans, quoi, parce que c'est un combat, quoi. Vraiment, c'est un combat de dingue. Et justement, pour terminer, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver tous les deux bientôt? Quels sont vos futurs projets, Maxence, je t'en prie? Alors moi, je vais attaquer le tournage d'une série qui s'appelle Les Combattantes. D'accord. Voilà, qui est une série qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, où j'interprète un lieutenant. D'accord, on a lieutenant au front qui se bastonne et qui ça va être là pareil, le décor va pouvoir aussi t'aider, quoi. C'est pas seulement surtout qu'on tourne en décor naturel, donc c'est une grosse chance. On tourne dans les Vosges, ça va être incroyable. Et donc là on part sur le tournage va durer jusqu'à fin septembre. Ah oui, d'accord. Ouais. Peut-être même quelques jours en novembre. Donc on part sur une grosse session de tournage et j'ai hâte parce que avec cette crise sanitaire, j'ai pas tourné depuis le mois d'août. Ah oui, d'accord, ok. Donc vraiment, je suis triste et ça me manque. Et du coup, là, je suis tellement heureux de pouvoir retourner sur un plateau. Ça me réjouit. Ouais. Bon, on a hâte de voir ça. Ouais. Et toi, Joris? Alors, moi, c'est plus j'ai lancé ma boîte au niveau de la publicité, en fait. Boîte de production pour la publicité, voilà. D'accord. Donc forcément, ça me prend un peu de temps. Mais surtout à côté, parce que forcément, mon rêve absolu, c'est de faire un long métrage. Ouais. Du coup, là, je suis en train de l'écrire avec justement Antoine Lermy. D'accord. Voilà. Voilà. On pense à lui. C'est un long métrage qui peut être réalisable, justement, parce je veux vraiment qu'il soit réalisé, quoi. Donc on n'est pas parti non plus dans un budget limité. Ouais, mais qui est quand même très très ambitieux. C'est un thriller dans un Paris noir, c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant. Bon, mais c'est assez, ça peut vraiment être fou. Donc on est en train de le finir là. D'ici, je pense 2 semaines, il est fini et on va le proposer, à des sociétés de production et de distribution, quoi. Donc on croise les doigts. Ouais, on croise les doigts pour toi. On a hâte de voir ça. Merci à vous deux d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle donc que le film sera prochainement disponible fin juin a priori, début juillet, quelque chose comme ça dans cette zone-là sur Internet, sous-titré en plusieurs langues et des avant-premières à Paris et peut-être en province. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, merci à vous. On se retrouve vendredi pour un blind test très spécial. Je vous dis parce que pour les auditeurs de Clapement 5, c'est du jamais vu. Donc Clapement 5, c'est l'inédit. toujours aussi peur. Là, c'est terrifiant. Et on vous fera justement remporter ce coffret Blu-ray d'Harry Potter 1 et des Animaux Fantastiques que nous dédicacerons Joris et Maxence pour l'occasion, pour ceux qui ont participé au concours sur les réseaux sociaux. Merci à vous deux, Marion et Elsa, d'avoir été avec nous. Merci à Julia et Pauline qui sont derrière les caméras. Et merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série. Activez la cloche pour découvrir tous ces épisodes disponibles en version filmée. On se donne rendez-vous donc vendredi pour ce blind test très spécial. Et d'ici là, prenez soin de vous.